Morocco, Portugal and Spain. Mabrouk. Et ces images datent du 11 décembre dernier. Ce jour-là, Gianni Infantino, président de la FIFA, a annoncé officiellement l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde à 3 pays, l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Alors évidemment, le soulagement et l'euphorie sont au rendez-vous, mais c'est aussi, surtout disons-le clairement, un sacré coup de pression. Car l'organisation d'un événement de cette envergure représente un challenge colossal pour le Maroc. Défis sécuritaires, gestion des stades, transport et logement. À 5 ans du coup de sifflet du Mondial 2030, quelles attentes, quels objectifs, quels pièges éviter? Le débat aujourd'hui dans Tel Quel Talk. Et avec nous pour ce débat, Mehdi Skouria Alaoui, vous êtes président de la Fédération marocaine des professionnels du sport et également directeur général de Stadia. Bonjour et bienvenue. Merci. Et Zaki El Hababi, en face de vous, vous êtes directeur général de Transatlas Sport Management, une agence spécialisée dans le marketing sportif. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors je le disais à l'instant, l'attribution de l'organisation de ce mondial est un moment historique pour notre pays, évidemment un moment qui fait la fierté de tous les Marocains et les Marocaines, mais c'est aussi, je le soulignais, un sacré coup de pression, d'où ma question pour vous deux. Je commencerai par vous, Mehdi Skouria. Le mondial 2030, est-ce que c'est un fardeau ou une chance pour le Maroc? Je dirais que ça peut être les deux. Maintenant, tout dépendra de la manière avec laquelle on va le gérer, qu'on va l'organiser. Et c'est soit, comme ce qu'on disait avant votre débat, soit on va aller vers le modèle, certains modèles de certains pays qui ont abrité des Coupes du Monde et qui ont été de vraies réussites et qui ont eu un véritable héritage sur le plan économique et social, etc. Ou d'aller vers un modèle à la Athènes, comme on disait, ou d'autres événements qui ont été de véritables catastrophes pour leurs pays respectifs. Maintenant, le contexte n'est pas le même, parce que, on est 3 pays à l'organiser. Le fardeau n'est pas aussi lourd que ce qui était sur certains pays. Donc, ce qui est, pour moi, une chose essentielle, je pense qu'il y a une certaine sagesse qui s'est mise en place. Il faut savoir qu'on est à notre 6e candidature. Les Marocains n'y croyaient plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu la sagesse et l'intelligence de se dire il faut y aller avec d'autres pays, pour avoir plus de chance, pour que ça nous coûte moins cher et qu'on puisse justement avoir un fardeau moins lourd à porter. Organiser une Coupe du Monde, Zaki El Hababi, eh bien, ça représente un certain nombre d'opportunités. On l'entend dans l'effervescence collective autour eh bien, des préparations de cet événement. Mais il y a aussi un certain nombre de risques. Pour vous, quel est le risque majeur d'ici 5 ans? On parle d'un événement qui va s'organiser dans 5 années. On parle d'une Coupe du Monde, mais je pense qu'aussi il y a une CAN, qui est aussi un événement qui va être un petit peu, je pense, un tour de chauffe. La CAN 2025 qui est prévue à la fin de cette année. Déjà un événement assez intéressant parce que toutes les équipes africaines, les grosses équipes seront là, donc ça va être déjà un tour de chauffe. Ça va nous permettre aussi peut-être de voir certaines bonnes choses qu'on pourra gérer, d'autres où il y aura sûrement des petites erreurs et corriger le tir pour l'avenir parce que pour la Coupe du Monde ça sera nécessaire. Après, par rapport à cet aspect Coupe du Monde, je dirais dans une vision générale. Forcément, c'est quelque chose de positif qui va mettre le Maroc dans une dynamique économique, même au niveau social, même au niveau psychologique vis-à-vis de tous les Marocains, dans une phase assez positive et optimiste. Oui. Et je pense que dans le contexte international, on en a bien besoin, parce que ça aussi son effet. Après, très clairement aussi, il faut que ce soit une Coupe du Monde réaliste. Et c'est vrai que le modèle de 3 pays donnera une donne économique un peu différente et des coûts moins lourds pour chacun des pays. C'est un mondial tricontinental, voilà. On le rappelle, avec 3 premiers matchs qui seront joués en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Ce qui fait dire d'ailleurs que la facture énergétique sera particulièrement lourde pour cette édition. Les 3 pays d'ailleurs hôtes ont promis que ça sera déjà un mondial zéro carbone. Est-ce qu'on va y arriver? C'est aussi ça le sujet. Alors pour le Maroc, moi je pensais à un point quand même, parce qu'on a quand même toujours des situations hydriques assez particulières au niveau de tout ce qui est énergétique, etc. Oui. Donc c'est vrai que des événements pareils, c'est quand même des événements au niveau budget et au niveau consommation énergétique qui sont monstrueux. Oui. Le fait, c'est vrai que dans l'ambiance générale et dans l'esprit général, aller faire une Coupe du Monde de l'autre côté en Amérique du Sud, revenir, repartir... Au niveau de la taxe carbone, au niveau transport aviation, etc., ça risque de peut-être pas être extraordinaire à ce niveau-là. En tout cas, ce choix de la FIFA a fait hurler les militants écologistes. À ce niveau-là, au niveau écologique, c'est un petit peu moyen.
Mais après, je pense que la proximité Maroc, Portugal, Espagne fait que on va dire sur cette zone-là, ça va. C'est plutôt le côté aller en Afrique du Sud, revenir en Amérique du Sud et revenir qui est un petit peu moyen sur, on va dire, l'aspect, on va dire, écologique, taxe carbone et gestion énergétique. Mehdi Skouari, peut-être un mot sur les exigences écologiques, c'est les exigences de l'heure. Ah oui. Après, je veux pas dire de bêtises, mais on parle de 3 matchs qui devraient être joués, je pense, en Amérique du Sud. Ça, ouais, voilà, donc il y aura pas d'aller-retour, il y a 3 matchs symboliques qui vont jouer chez eux. Je pense que la symbolique est intéressante. Le centenaire de la Coupe du Monde, le fêter de cette manière, ça peut être une chose intéressante. On aurait pu, si la FIFA était loin dans son délire, on aurait pu se retrouver avec une Coupe du Monde dans les 3 pays en question et on serait privé de Coupe du Monde. Donc à la rigueur, je préfère avoir les 3 premiers matchs chez eux et d'avoir cette Coupe du Monde au Maroc plutôt que d'avoir l'inverse. Maintenant, on a une véritable proximité entre les 3 pays avec des moyens de transport qui sont hyper bien organisés et qui vont aller encore plus vers l'avant. Et qui vont permettre d'avoir je pense, une compétition assez fluide. Et surtout, entre 2 continents, on va pouvoir aller d'un continent à l'autre avec une facilité assez intéressante. Alors, on va revenir au Maroc, évidemment. Plusieurs objectifs sont attendus. On a attendu sur plusieurs niveaux d'ici 2030. Il y a la mise à niveau des infrastructures hôtelières, l'extension aussi de la ligne à grande vitesse, le déploiement de la 5G et aussi la construction du plus grand stade du monde avec une capacité de 115 000 places. Quel est à vos yeux, messieurs, le plus gros défi de l'organisation de cette compétition pour nous, Marocains ? Moi, le plus important pour moi, c'est que cette Coupe du Monde doit être considérée comme un accélérateur de développement. Ouais. Tout ce que c'est faut que cette Coupe du Monde nous fasse gagner une dizaine d'années. Il faut arrêter de se focaliser sur les stades. Oui, les stades, on en parle beaucoup parce que c'est l'aire de jeu qu'on le voit justement à l'écran quand tu as une compétition. C'est ce qu'on voit le plus. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse justement avoir cet accélérateur en termes d'infrastructure, en termes d'éducation, en termes sur le plan sanitaire, etc. On avait beaucoup de retard sur un certain nombre de choses. Et on se voit qu'il y a des choses depuis quelques mois qui commencent à s'accélérer, des chantiers qui n'étaient pas prévus. Une ville comme Fès était quasiment laissée à l'abandon, jusqu'au moment où on a entendu dire qu'elle était sur la liste et que des membres de la FIFA venaient pour inspecter. Aujourd'hui, il y a des chantiers, mais c'est une ville avec des chantiers à n'en plus finir. Donc pour moi, il est là l'enjeu. L'enjeu des stades, pour moi, est secondaire, parce que le plus gros de l'investissement, il n'est pas là. Le plus gros de l'investissement devrait être plus focalisé sur l'infrastructure et qui va servir à l'ensemble des Marocains par la suite. Donc, est-ce que c'est une erreur stratégiquement d'avoir pensé à la construction de cet immense stade qui est déjà qualifié par de nombreux médias comme le stade de la démesure aussi. Est-ce qu'on peut se poser cette question concrètement aujourd'hui ? Il faut savoir que les tendances aujourd'hui à l'international font qu'on construit plus des grands stades de cette envergure. Oui. On est sur des stades. Déjà, le cahier de charge de la FIFA exige un stade de minimum de 80 000 places. Aujourd'hui, si on se réfère à tous les grands stades aujourd'hui en cours de construction, le plus gros du financement le plus gros de l'investissement se fait plus sur la qualité. De l'infrastructure, du service qui sont présentés. Maintenant, c'est un choix aujourd'hui qu'il faut assumer et qui, je pense, a été mis sur la table pour aller abriter une finale de Coupe du Monde. Voilà, maintenant, il faut l'assumer. Est-ce que c'est une erreur ou pas ? On verra à l'avenir. Le plus important aujourd'hui, si on décide d'aller vers un stade de 115 000 places, c'est qu'il faut dès maintenant préparer l'après-Coupe du Monde. C'est que si on se retrouve après une Coupe du Monde avec un stade de 115 000 places qu'on n'arrive pas à gérer, qui va avoir un coût très important, sur lequel on va avoir une affluence très moyenne, qui va être ouvert une fois par semaine les dimanches, c'est là où je pense qu'on aura échoué. Le plus important, c'est de préparer l'après-mondial 2030, nous dit Mehdi Skouari. Est-ce que vous êtes d'accord, Zaki Hababi ? Et j'ajouterai aussi une question. Quel est à vos yeux un pays qui a été hôte de la Coupe du Monde et qui a su capitaliser sur les bénéfices de cet événement d'envergure et de créer aussi un ruissellement sur différents secteurs. Un exemple de pays qui peut-être nous ressemble et qu'on pourrait suivre en exemple. J'ai eu la chance, moi, de bosser sur la Coupe du Monde France 98, l'entreprise où je bossais avant, qui gérait d'ailleurs les droits de l'équipe de France. Donc ça m'a permis un peu d'être plongé dans le bain et de voir de l'intérieur ce qui s'y passe. Sachant que bien sûr la France n'est pas du tout le même modèle économique que le Maroc, et que les infrastructures, on va dire, étaient quasiment une grosse partie déjà là. Je pense aux trains, je pense aux autoroutes, etc. Donc il y avait déjà une grosse base.
crois que le Stade de France est venu dans cette perspective-là, si je dis pas de bêtises, parce que à cette période-là, ça date déjà. Moi, je dirais, en fait, cette Coupe du Monde, déjà, il y a une donne. Je pense qu'elle doit concerner tous les Marocains. Il y a déjà un point très important, entre guillemets, par rapport à tout ce qui est billetterie. C'est-à-dire que souvent, dans les Coupes du Monde, on se retrouve avec des formats, avec des billets à des prix exorbitants. Il est important qu'une Coupe du Monde, c'est un sport populaire, que les billets soient accessibles pour tout le monde. Et qu'on va dire, on implique un peu tous les Marocains pour qu'il y ait vraiment une adhésion autour de ce projet-là. Et qu'entre guillemets, ce soit quelque chose de viable et que tout le monde vive cette aventure. Peut-être un peu à la mode brésilienne, si on pourrait essayer de faire un parallèle, sachant que là aussi, c'est totalement différent au niveau Maroc-Brésil. Après, par rapport à cette Coupe du Monde, moi, je pense qu'il y a des infrastructures nécessaires qui étaient en retard avant, clairement, dans le domaine du train. Quand on pense que Marrakech-Agadir, il n'y a pas de train, c'est quand même invraisemblable. Donc, c'est des choses où ça a été justement un accélérateur. Donc, il va y avoir un accélérateur sur les transports, sur le ferroviaire. J'imagine aussi, bien sûr, dans le domaine du sanitaire, parce que là aussi, il y aura un sérieux problème à ne pas négliger. C'est-à-dire, demain, s'il y a un petit pépin dans un stade, etc., il faut qu'on soit capable de recevoir un grand nombre de personnes dans des conditions décentes. Oui. Ce qui me semble pas forcément à jour dans pas mal de services sanitaires actuellement. Donc, il y a toute une mise à niveau qui est nécessaire, et ça, tant mieux limite, ça profitera aux Marocains. Après, bien entendu, aussi le coût des infrastructures. Mais comme disait Mehdi aussi, le coût des infrastructures, c'est après à travailler. C'est toujours la même chose. Il faut travailler sur un concept autour de ces stades pour que ce soit des espaces de vie par la suite. Que ce ne soit pas des structures vides et mortes qui soient utilisées une fois par semaine. Un stade aussi immense que le stade Hassan II, comment on peut envisager aussi la rentabilité d'un lieu pareil sur le long terme, après le mondial ? Ça peut être un modèle économique avec les deux gros clubs casablancais qui, ce stade, pardonnez-moi, je vous coupe Zeki, mais ce stade qui est situé, on le rappelle, à 38 km de Casablanca. Il est à Ben Slimane, ce stade-là. Alors, il y a aussi une question d'accessibilité, d'infrastructure tout autour. En fait, c'est toute la région qui... Tout à fait, mais bon, d'après ce que j'ai un petit peu compris dans le schéma, il y a quand même un deuxième axe autoroutier qui doit être construit. Oui. Il y a une gare qui est là-bas, donc il y a déjà aussi, mais après, j'ai envie de dire, contrairement à certaines erreurs précédentes, pour certains stades au Maroc, il y a un accès. Il y a des moyens d'accéder au stade. Mais un pays comme le Qatar a construit une ville nouvelle autour d'un stade. Est-ce qu'on est capable, en 5 ans, de faire la même chose ? Le Qatar a des moyens disproportionnés par rapport au Maroc. On peut même pas comparer, je pense. Mais le Qatar n'a pas le plus grand stade du monde. Non, mais l'idée de ce stade-là, j'ai presque envie de dire, si on se projette... Le Qatar était tout seul. Hein. Le Qatar n'avait pas de concurrent pour abriter une finale ou un match d'ouverture. Aujourd'hui, vous avez 2 autres pays qui sont là. Voilà. Chacun met des cartes en main qui met sur la table. Et peut-être, soyons optimistes, sachant qu'après il faut être réaliste, peut-être que les 2 gros clubs casablancais, ça serait un petit peu leur stade, ce qui serait, je pense, aussi une urgence pour ces 2 gros clubs, et à eux de voir et de travailler sur un projet commun, parce que aucun des 2 clubs ne sera capable de gérer une telle infrastructure, mais un projet commun où derrière il y a tout un ensemble d'activations et d'animations, d'espaces de vie qui permettent de générer des ressources, permettent de faire un peu, j'ai presque envie de dire, on n'invente pas la poudre, mais un peu de modèle Stade de France. Oui. Sachant qu'en plus, ces stades, je sais pas, mais comment il va être structuré, mais le modèle du Stade de France est aussi une très bonne idée. C'est-à-dire que les tribunes sont rétractables. Selon le public, on adapte la tribune. Donc ça aussi, c'est un modèle assez intéressant parce que justement, ça permet de le rendre, de le modeler et que ce soit aussi peut-être un espace de vie culturel. Je veux dire, un site pareil peut être un espace de vie énorme, à la fois sportif et culturel. C'est cette conversion qu'il faut faire. On l'a pas fait avec les autres stades, les stades existants, mais Discolis. Est-ce qu'on parviendra à le faire avec une structure aussi immense que le stade à venir, le stade Hassan II? Il faut savoir comment on construisait des stades jusqu'à maintenant au Maroc. C'est qu'on se disait, on essaie d'identifier une capacité globale sans se baser sur quoi que ce soit, en se disant on va aller sur des standards FIFA, on construit notre stade et c'est à ce moment-là on inaugure notre stade et c'est là on se dit bon maintenant qu'est-ce qu'on fait de ce stade, elle est là l'erreur. Et ça on l'a fait sur tous les stades, tous les grands stades qui sont au Maroc, les projets ont vu le jour de cette manière-là. Aujourd'hui, il faut que tout cela change. Si aujourd'hui, sur Marrakech, le stade de Marrakech, sur n'importe quel match organisé sur place, vous avez très peu de monde, c'est parce que, le stade est mal desservi, c'est qu'il n'est pas pensé justement pour accueillir du monde, il n'est pas organisé et construit pour accueillir des événements culturels, etc. Donc aujourd'hui, il faut que tous ces nouveaux projets puissent prendre en considération tous ces volets-là, mais en allant à la rencontre de ceux qui peuvent les exploiter demain. Aujourd'hui, quand vous construisez un stade en Europe, il y a un process qui est très simple. C'est qu'on va aller voir les utilisateurs de demain. Vous avez d'abord des spectateurs de foot. Oui.
qu'on connaît très bien, et vous avez tous ceux qui peuvent vous organiser des concerts, des séminaires, des team building, et plein de choses. Et c'est en fonction justement de ces besoins, les besoins de ces clients potentiels, que je vais mettre en place un cahier de charge qui va me permettre, une fois que j'ai ouvert mon stade, de pouvoir justement le commercialiser de manière assez facile. Là, et donc, tout ce travail d'anticipation dont vous parlez, Mehdi Scoli, malheureusement, ne se fait pas encore au Maroc. Ne se fait pas encore, malheureusement, au Maroc. Donc, c'est la raison justement pour laquelle tous les grands stades actuels au Maroc, aujourd'hui, ne sont pas forcément sport, ne sont pas ouverts tous les jours, c'est pas des lieux de vie au quotidien, etc., parce qu'ils n'ont pas été pensés de cette manière. Donc on retient l'inquiétude un peu ou l'enthousiasme dès que je vous parle de la construction de ce stade? Non, enthousiasme oui, mais là, j'ai un peu l'impression justement sur ce stade-là que peut-être, après l'aspect des deux clubs, je pense, ça me semble presque une évidence. Après, je vais pas trop me prononcer, mais la différence déjà, c'est les accès routiers. Il y a quand même une deuxième autoroute qui va être faite, donc ça c'était nécessaire. Il y a une gare à proximité, je suis passé il y a pas longtemps devant. Donc il y a quand même, on va dire, déjà au moins pour le desservir et permettre au public d'accéder à ce stade-là. Et je pense que cette région va être complètement chamboulée. Donc il risque d'y avoir un changement, mais surtout au niveau de l'accès au stade. Donc peut-être ça va aider. Finalement, après on dit une demi-heure. Quand vous quittez Paris et vous allez au Stade de France, vous tapez la 1, mais il y a un monde fou, donc des fois vous mettez bien une demi-heure aussi. Donc c'est pas, je pense, le gros point noir. S'il y a le transport, ça c'est jouable. S'il y a les accès d'autoroute renforcés, c'est jouable. Mais après, le point très important, et il y a eu des très mauvais cas, c'est qu'à la fin de cette Coupe du Monde, bien sûr, ce sera, j'espère, une fête collective. Il faut vraiment penser à l'après. Parce que autant sur les infrastructures médicales, routières, tout ça, ça servira à tous les Marocains, c'est une très bonne chose. Autant sur l'aspect, on va dire, hôtelier, etc., il n'y a pas de souci. Mais c'est justement la conversion. Pardonnez-moi, je reviens au Qatar, faire peut-être un peu comme le Qatar, qui, juste à la fin du Mondial 2022, était déjà en train de candidater pour d'autres compétitions internationales. Je crois qu'il candidate pour les JO. C'est bien possible. Bon, après, le Qatar, j'ai envie de dire, c'est vraiment un pays, mais un peu atypique. Mais c'est aussi une manière aussi de capitaliser sur les infrastructures. Ils ont lancé dans le contexte mais tout à fait. Mais bon, même du Mondial. France 98, après ils ont eu les JO, etc., etc. Donc ça, pourquoi pas. Mais je pense plus à l'exploitation, on va dire, au terme de cette Coupe du Monde. Tout ce qu'on peut en faire. Je pense qu'il y a un potentiel, mais il faut vraiment travailler autour d'un projet sérieux, parce qu'il y a plein de moyens de financer des infrastructures pareilles. Peut-être pas complètement de l'amortir, mais au moins d'en payer une grosse partie de cette charge par le biais des deux clubs, par le biais de tout ce qui peut être créé dans ce stade. On parlait, justement, Mehdi, vous parlez de tout ce qui est team building, tout ce qui est événement, lancement de produits. Je l'ai vécu avec le Stade de France, il y a 15 000 façons de le faire. Casablanca est quand même le poumon économique, contre Marrakech ou Agadir, on va dire un peu plus excentré. Peut-être les entreprises, c'est à part, on va dire 90% des entreprises pourraient pas se permettre d'accéder à ce genre de stade. Peut-être Casablanca, c'est plus jouable, mais il faut proposer une offre, il faut proposer des services autour de cette infrastructure pour que justement elle soit viable par la suite. Ou au moins, j'ai envie de dire déjà amortir une grosse partie des charges qui sont quand même assez lourdes pour des stades pareils. Alors messieurs, j'aimerais également soulever avec vous aujourd'hui le point des mœurs qu'on évoquait ensemble juste avant le début de cette émission, Mehdi, la question des mœurs. Alors, le sujet a fait débat lors du mondial du Qatar en 2022. Le Maroc est aussi un pays musulman, moins rigoriste par un certain nombre d'aspects que le Qatar, mais c'est un pays où, on le sait, les relations sexuelles hors mariage sont punies par la loi, idem pour les relations entre deux personnes du même sexe ou pour la consommation d'alcool. Comment le Maroc pourrait s'adapter, répondre aux exigences de la FIFA, tout en trouvant aussi un consensus au niveau national? Est-ce qu'il y a une réflexion, une anticipation? Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes d'idées, messieurs, aujourd'hui? On n'est pas des spécialistes sociaux, ni des mœurs, ni sociaux. Maintenant, c'est peut-être le seul volet sur lequel on peut peut-être se tourner vers le modèle qatari. Oui. C'est que tout le monde, on a fait toute une histoire avant le mondial et tout s'est super bien passé. Il n'y a pas d'alcool dans les stades, à l'exception des espaces VIP, mais personne n'a dit quoi que ce soit. Il y a une Coupe du Monde qui a plutôt bien fonctionné. Donc je suis pas sûr que ça va être un sujet, d'autant plus qu'on est un pays très touristique et qui a pour vocation justement d'accueillir des touristes du monde entier, et je ne pense pas que ce sera un sujet chez nous, quoi. Moi aussi, je pense que quand même le Maroc, on va dire, par rapport justement au Moyen-Orient, quand même est un peu plus ouvert sur, on va dire, l'Europe en général. Donc je pense pas que ça va choquer. Il peut y avoir des petits soucis. En plaisantant, on va dire, c'est sûr que si vous avez des Anglais qui finissent leur match et qui vont se boire 6-7 bières à la fin du match, ça va faire un peu moyen.
Je pense pas que ça va faire un scandale d'État. Bon, il va falloir gérer ce public peut-être un peu plus turbulent. Mais je pense pas que ça va créer un problème de fond. Mais j'insiste sur ce point, messieurs, permettez-moi d'insister, puisque on se souvient qu'au préambule du mondial 2022 au Qatar, il y a eu un Qatar bashing, littéralement, par rapport à ces questions liées justement bien au respect des droits de l'homme, à la consommation d'alcool, etc. Il y avait un Qatar bashing. Est-ce que le Maroc pourrait être cible des mêmes polémiques, des mêmes débats? Le Qatar bashing aussi, pardon, mais bon, je suis pas un pro du tout Qatar, mais je pense qu'aussi ça dépend de quel média et de quel pays ça provenait. Oui. Très clairement, quand on voyait ce qui se passait en France, bon, vous sentez tout de suite, si on voit, je vais pas parler des chaînes mainstream parce qu'elles méritent même pas d'être citées, mais si on en entend parler, si c'est pas le Qatar bashing, c'est il y avait toute cette enquête du Guardian qui avait fait beaucoup de bruit. Donc, sur la condition des travailleurs sur les chantiers. Alors là, par contre, il y a un problème très sérieux. Là, alors, sur certains points, tout à fait d'accord. Après, je pense que le Qatar a un petit peu, s'est fait allumer par rapport, on va dire, à une politique qui mène, etc., bon, qui est plus de la géopolitique. Après, il est clair que s'il y a quelque chose qui est quand même pas très normal et qui, moi, même peut choquer, qu'on construit un événement pour que ce soit festif et qu'on entende qu'il y a eu je sais pas combien de centaines de morts dans des conditions de travail inadmissibles, ça, par contre, pour moi, moralement, hein, ça ne colle pas au foot, ça va pas du tout. C'est impensable et limite, ça ne doit pas arriver. Il n'est pas question qu'on ait des ouvriers qui meurent dans un stade pour que les autres aillent faire la fête après. Ça, c'est impensable et inimaginable. Et je pense que le Maroc doit être très vigilant sur ça, sur son cahier des charges, par rapport à ses infrastructures, ses constructions de stades, les aménagements, tout ce qui est autoroutier, etc. Parce que c'est des choses, entre guillemets, quand ça doit être quelque chose de festif, ça doit pas se faire au détriment de la vie de certaines personnes. Et c'est vrai qu'au Qatar, il y a eu quand même un gros hic sur la partie, on va dire... gestion des ressources humaines où c'était un peu sur la question des travailleurs étrangers, me dit Squally, peut-être un mot sur cette problématique. Là aussi, la comparaison n'a pas lieu d'être parce que tout simplement au Qatar, ils ont dû faire appel à des ouvriers étrangers. Et forcément, les ouvriers étrangers localement, il y a peut-être personne pour les défendre, il n'y avait pas le même poids sur place, etc. Je ne pense pas qu'ici on va faire appel à des ouvriers étrangers et je ne pense pas que demain, si vous avez des décès sur des chantiers par dizaines, les Marocains vont se laisser faire ou les syndicats vont se laisser faire. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans la même situation qu'au Qatar. Là aussi, je pense que ça va être un non-sujet pour moi aussi. Parlons perspective. La 35e édition de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, aura lieu au Maroc à la fin de cette année. Là, c'est prévu précisément donc du 21 décembre au 18 janvier 2026. Est-ce qu'on est prêt, Zakir Habibi ? Je pense que oui. Pour une CAN, on est prêt. Oui. Je pense qu'on est prêt. Après, il y a une pression générale où on n'a pas envie de se louper, très clairement. Donc, tout le monde va un petit peu, on va dire, se mettre à upgrader et essayer de se mettre au niveau. Oui. Je pense qu'on est prêt. Le seul encore point, je reviendrai toujours sur l'aspect plutôt, moi, l'aspect sanitaire. J'ai envie de dire, les autoroutes, les réseaux routiers, ça devrait passer. Il y a encore un peu de travail, c'est clair. Je sais pas si le TGV sera fini pour Agadir. Pour 2025 ? Ouais, non, voilà, bon, j'ai pas les dates. Je pense qu'on est prêt sur certains points, pas partout. Moi, pour moi, le plus gros point où je dirais, je tirerais la sonnette d'alarme, c'est le sanitaire. S'il y a un pépin dans un stade, quand vous avez 40 000 personnes, il faut toujours anticiper ce genre de choses. Je pense qu'au Maroc, au niveau sécurité, ils savent faire. Mais je pense que l'aspect sanitaire est très, très important. Et il faut pas oublier aussi, mine de rien, il y a eu des pandémies, il y a eu des Covid, des choses comme ça. Donc, tout cet aspect, maintenant, fait partie intégrante des événements internationaux et mondiaux. Donc, il va falloir bien gérer tout ça. Et comme je dis aussi, même au niveau gestion de l'eau, il faut pas qu'on fasse tout et n'importe quoi au niveau de la consommation d'énergie, etc. Donc c'est peut-être aussi des nouvelles donnes qui n'existaient pas avant, dont limite étaient secondaires, deviennent presque principales, et on peut pas faire sans. Mais je pense que pour moi, le sanitaire est le plus important. Tout ce qui est sécurité médicale, etc. S'il y a des pépins, il y a des soucis. Vous êtes d'accord, Mehdi Squally ? C'est le sanitaire ou ça risque peut-être de... Non, moi le sanitaire... Alors, il faut savoir que le cahier de charge, déjà, n'est pas le même que celui d'une Coupe du Monde. Sur le Coupe du Monde, on va être sur des standards largement au-dessus de voilà. Sur une Coupe d'Afrique, oui, c'est une Coupe d'Afrique qui, je pense, passe à 24 équipes pour la première fois. Il est arrivé au Maroc d'organiser... un grand nombre de matchs d'équipes africaines en même temps. Voilà, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de très compliqué à mettre en place. Certes, ce qui est important, c'est que ça va être, je pense, une des plus importantes Coupes d'Afrique qui ait jamais été organisée. Les standards ne sont plus les mêmes que sur ces dernières années.
ayant bossé sur celle de 2015 où je devais organiser la cérémonie d'ouverture et de clôture à l'époque et qui avait été annulée il y a 3 mois de l'événement, je peux vous garantir que les standards de désert ne sont plus les mêmes. Tout cela a été upgradé bien comme il faut. Et puis aussi du fait que la Coupe du Monde est derrière. Donc aujourd'hui, les observateurs de la FIFA sont là aussi pour suivre ce qui est en train de mise en place. Les yeux du monde sont rivés sur nous parce qu'ils savent qu'on a une Coupe du Monde au final. On a aussi beaucoup de gens qui nous attendent au tournant, donc on a tout intérêt à la réussir. Mais on va dire qu'une Coupe d'Afrique, c'est pas aussi complexe à organiser qu'une Coupe du Monde. Oui. Il y a des matchs du Maroc qui ont un enjeu particulier et qui sont importants, mais sinon sur les autres matchs qui sont programmés, vous n'allez pas avoir des stades qui sont archi combles non plus. Gardons ça à l'esprit. Maintenant, ce qui est important, c'est que l'équipe du Maroc aille jusqu'au bout, parce qu'une Coupe du Monde, une CAN qui est organisée chez nous avec une équipe nationale qui va pas jusqu'au bout, c'est là où je pense que ça prédit le sportif forcément peut être un joli gâchis si on va pas jusqu'au bout, ou du moins jusqu'au dernier carré, quoi. Parce que là, ça serait une catastrophe. Coup de pression, je le disais en tout début de cette émission. Le coup de pression, il est plus sur l'équipe nationale et l'entraîneur que sur le public, parce que il est clair qu'une CAN, le succès dépend aussi des résultats sportifs. Il est clair que si l'équipe nationale fait au moins une demi-finale, finale, voire la gagne, bon là c'est la fête totale. Mais s'ils sont éliminés avant, c'est pas bon. Bon, ils ont un beau groupe, ça a l'air de bien tourner, on va croiser les doigts et rester positif. Je suis pas assez connaisseur en football sport, au niveau sport, pour pouvoir rentrer plus dans le détail, mais bon, ça, les signaux sont assez positifs. Donc, mais c'est vrai que ça fait partie, mais en général, c'est rare quand une équipe qui reçoit, un pays hôte qui reçoit, se fait éliminer avant une demi-finale. Je sais pas, c'est assez peu commun. Il faudrait pas que ça arrive. Restons optimistes. Bon, on va boucler ce débat avec de l'optimisme, tiens, et sans trop d'inquiétude. On y va pour la CAN 2025 et le Mondial 2030 avec détermination. C'est clair. Merci, messieurs. Avec plaisir. D'avoir accepté notre invitation. Merci, Mehdi Skoueli Alaoui. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération marocaine des professionnels du sport et directeur général de Stadia. Et Zaki Habibi, je rappelle que vous êtes directeur général de Transatlas Sport Management. C'est une agence spécialisée dans le marketing sportif. C'est la fin de ce débat. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Restez avec nous. Tel qu'elle talk, c'est pas terminé. Tout de suite, le Zoom de la rédac. Dans le Zoom de la rédac, on vous propose une immersion dans les rédactions de Tel Quel. L'idée, c'est de comprendre comment nos journalistes abordent les faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Dans le cadre de cet épisode de Tel Quel Talk, il est question de l'organisation du Mondial 2030. Tel Quel y a récemment consacré sa couve, un dossier dirigé par Yassine Majdi, directeur de publication, et signé par Younes Saouri et Safa Hadri. On a choisi aujourd'hui d'inviter Yassine Majdi. Bonjour Yassine. Bonjour Bouchra. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Yassine. Alors, ce dossier que je viens d'évoquer, c'était le numéro 1114 en kiosque le 20 décembre dernier. Et en gros titre sur la couverture, on peut lire le Mondial 2030, le match qu'il faut gagner. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Le choix du titre n'était pas anodin. D'abord, il y a cette dimension importante de la Coupe du Monde et aussi notre historique qui est lié à cette Coupe du Monde. Le Maroc a candidaté à 5 reprises à l'organisation de cette Coupe du Monde. Et le fait d'avoir décroché cette Coupe du Monde 2030, c'est à la 6e tentative. Donc d'abord, il y a une sorte de réputation internationale sur le match à ne pas rater, justement. Il y a ce côté, on a tellement insisté qu'on a besoin de réussir. Après, il faut pas oublier aussi que cette Coupe du Monde 2030, du point de vue marocain, en tout cas comment nous on l'a perçu en tant que Marocains, c'est aussi un levier de développement. On a tout misé dedans, il y a le développement d'infrastructures ferroviaires, on parle de la ligne à grande vitesse qui va s'étendre à Marrakech d'ici 2030. On parle aussi du développement d'infrastructures santé. On voit tous les nouveaux CHU et la réorganisation du système de santé qui est en train de se faire au niveau national. Et il y a aussi, bien sûr, sans parler du développement d'infrastructures touristiques et tous les hôtels, la création d'hôtels qui devront accompagner toute cette masse. Donc, c'est un peu un panier dans lequel on a placé tous nos espoirs de développement. Et donc, du coup, il ne faut pas rater ce match parce que si on considère que ce match est perdu, ou en tout cas qu'il a été raté, ça veut dire que le Maroc n'aura pas réussi d'ici 2030 son pari du développement. Et aussi, j'ose même pas imaginer tout ce qui est fardeau en termes d'image à l'international. On a tous encore le souvenir, et c'est justement l'un des points qu'on aborde dans notre dossier, c'est Athènes 2004 et toutes les traces économiques qu'il y a eu sur l'économie grecque. Mais aussi, dans une moindre mesure, il y a eu ce relatif échec de la Coupe du Monde 2014 au Brésil,
où il y a des stades qui sont carrément restés vétustes et inutilisés. Un dossier dans lequel vous avez sollicité un certain nombre de fiscalistes et d'économistes, justement, qui reviennent précisément sur ce point et sur le risque que ça représente pour la dette publique. Comme tu viens de l'expliquer, Yacine, l'organisation de ce mondial représente pour le Maroc des enjeux importants pour son économie nationale, mais organiser le mondial 2030, c'est aussi un redoutable instrument de soft power. Comment on peut faire de ce chantier un atout diplomatique ? Je pense que le Maroc s'en est déjà servi comme atout diplomatique. D'abord, il y a eu cette idée de faire participer le Maroc dans un dossier commun avec l'Espagne et le Portugal. Et le timing de cette candidature commune est vraiment pas anodine. Oui. Initialement, l'Espagne devait faire ça avec l'Ukraine. Et le rapprochement avec le Maroc, ou en tout cas l'inclusion du Maroc, bien sûr, il y a eu la guerre en Ukraine qui a eu un très lourd impact sur l'éventualité de la participation ukrainienne, mais c'est surtout le fruit d'un rapprochement diplomatique qui était initié au lendemain de l'hospitalisation du leader du Polisario, Brahim Ghali. Absolument. Et le Maroc a capitalisé un peu sur cette dimension, ce projet commun 2030 pour rebâtir ou reconstruire sa relation avec l'Espagne. Donc, on est déjà dans une dimension diplomatique déjà très importante. Le fait qu'il y ait cette candidature commune est déjà un acte diplomatique en soi entre les deux pays. Et on rajoute le Portugal aussi qui est rajouté qui en fait une triple candidature. Mais il y a cette idée de rapprochement avec les deux pays de la péninsule ibérique et en particulier de l'Espagne. On a mentionné aussi, bien sûr, tout ce qui était, je l'avais mentionné dans ma première réponse, tout ce qui était, en tout cas, développement d'infrastructures. Et c'est là aussi où je pense que le Maroc a déjà, en partie, bien sûr, transformer l'essai au niveau diplomatique. Justement, il y a la signature de ce contrat avec Alstom pour des milliards de dirhams pour l'extension de la LGV. Il y a aussi, bien sûr, l'usine de dessalement de Rabat qui doit être la deuxième plus grande au monde, si mon souvenir est bon. Donc, tous ces aimants-là ont déjà été mis en place d'un point de vue diplomatique et même on sait se servir de ces chantiers comme des atouts diplomatiques. Par exemple, l'attribution de la ligne LGV, oui, il y avait certes Alstom, mais il y avait 2 entreprises espagnoles qui étaient candidates. Il y avait une entreprise coréenne. Et le mot d'ordre, en tout cas côté marocain, c'était de dire, écoutez, si vous voulez ces chantiers, il faut quand même qu'il y ait un minimum de concessions, ou en tout cas un minimum de consensus par rapport exactement, par rapport à la cause nationale, oui. Par rapport à la cause nationale. Donc, je pense que le côté atout diplomatique est déjà lancé. Après, bien sûr, il y aura irrémédiablement une collaboration avec les pays d'Europe du Sud. La Coupe du Monde, malgré tout, on va prendre l'aspect le plus basique, rien que d'un point de vue migratoire, c'est déjà un événement très important qui nécessite une collaboration rapprochée donc avec les pays frontaliers qui vont être l'Espagne et le Portugal, mais aussi toute la rive sud européenne, il faut penser France, Italie, etc. Je me permets de te couper rapidement, Yacine, il y a aussi une question centrale qui a été abordée par nos invités juste avant dans le débat. Ce grand point d'interrogation, c'est est-ce qu'aussi on anticipe en ce moment suffisamment l'après-mondial ? Et c'est aussi profondément un sujet. Ça, c'est l'une des questions que l'on pose justement, parce que en tout cas, c'est l'une des questions que j'ai posées dans l'édito de cette semaine-là, où justement, je pense qu'on s'est fixé un cap qui est 2030, qui est très bien. C'est un cap de développement très clair et très net. Mais 2030, au final, ça dure 1 mois. Cet événement va s'étendre au meilleur des cas, début juin jusqu'à fin juillet. Absolument. Mais après fin juillet, qu'est-ce qu'on fait ? Quel est l'objectif de développement du Maroc ? Quels sont les voies de développement que l'on se trace au-delà de cette deadline. Et ça, c'est justement, au Maroc, on a ce côté particulier, on en parlait, justement, j'en parlais dans mon édito, il y a ce côté hamla. C'est, on est capable de se mobiliser très vite pour un événement ou quelque chose de capital à l'international qui, en plus, touche à notre image. On a ce côté, les Marocains, on n'aime pas que notre image soit écornée donc, il y aura cette mobilisation. Mais au-delà de 2030, est-ce qu'on peut poursuivre la Hamla au-delà de 2030 ? La question reste posée. La question reste toute posée. Une dernière question pour toi, Yacine. Tu as parlé de l'immense usine de dessalement en cours de construction. Tu as aussi évoqué la question de l'extension de la ligne à grande vitesse. Il y a aussi une immense infrastructure qui interroge beaucoup, c'est le stade Hassan II, en cours de construction. Il est aussi cible de critiques. On parle du stade de la démesure. Est-ce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre ? D'abord, je peux tout à fait comprendre ce point de vue. 115 000 places, ça en fait, je pense, le plus grand stade au monde avec celui de Pyongyang.
C'est le premier en ce moment. Une pour référence. Le moment, c'est ça. Mais l'idée, je pense, c'est au-delà du stade et de son utilisation pendant le mondial, je pense que il sera à pleine utilisation durant le mondial. Oui. Très difficile, surtout sur une Coupe du Monde à 48 et les foules qu'attire la Coupe du Monde, de ne pas remplir ce stade pendant la Coupe du Monde. La question, c'est ce qu'on en fait après. Le bidbook de la FIFA, en tout cas le bidbook soumis, le dossier de candidature soumis par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, donne une certaine indication sur le futur du stade. On sait qu'il pourra notamment être déployé pour les rencontres du Raja et du Wydad. Est-ce que ça signifie, et ça c'est une question plus interne à Casablanca, que c'est la mort du stade d'honneur? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est très envisageable qu'il y ait des rencontres du Raja et du Wydad qui jouent là-bas. On parle aussi d'un déploiement un peu plus diplomatie sportive. C'est ça. C'est-à-dire que ce stade-là accueillerait éventuellement des équipes du continent. C'était déjà le cas à Agadir durant ces dernières années et durant ces derniers mois. On a par exemple accueilli des équipes comme la Guinée, le Sierra Leone, etc. Donc, peut-être qu'il va jouer un rôle dans la diplomatie sportive du pays. Mais là encore, il y a une dernière question qui se pose, c'est, ça rapporte quoi tout ça? Et je pense que c'est là où peut-être nos décideurs, peut-être qu'ils n'ont pas annoncé leur plan, mais on doit se diriger vers une nouvelle utilisation des stades. C'est déjà fait en Europe, on peut voir le Bernabéu de Madrid, par exemple, qui a été récemment rénové, ou Wembley en Angleterre, ou le Stade de France en France. C'est des stades qui ne remplissent pas seulement la fonction de stade. C'est des stades qui sont capables de devenir des salles des scènes de concert géantes. Les tournées de Beyoncé jusqu'à Rihanna ou encore Taylor Swift, par exemple. Taylor Swift qui a même déplacé des matchs en Espagne. Donc, on peut se retrouver dans ce cas de figure où, par exemple, un stade de 115 000 places peut devenir une arène de concert de 60 000 places ou de 70 000 places qu'il faudra absolument inclure dans les tournées européennes, etc., des artistes. Wembley, en Angleterre, a été transformé, par exemple, c'est un peu moins le cas au Maroc, on a beaucoup moins cette culture, mais en stade de football américain. Il faut concevoir le fait de, par exemple, délocaliser des événements au Maroc. Le Maroc l'a déjà fait par le passé, en accueillant des compétitions Trophée des champions qui est français, etc. Ou voire même d'autres sports, mais il faut considérer, à mon avis, c'est là tout l'enjeu de cette infrastructure, c'est vraiment la diversification et comment on va la transformer pour en faire quelque chose qui va au-delà d'un stade. Et donc, ça fait beaucoup de questions et beaucoup de possibilités de couverture à venir pour Tel Quel, sans doute. N'est-ce pas, Yacine Majdi? Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que tu es directeur de publication et ce dossier spécial, je rappelle le gros titre mondial 2030, le match qu'il faut gagner, c'est le numéro 1114 de Tel Quel en kiosque le 20 décembre dernier. Un dossier que vous pouvez évidemment retrouver sur la version digitale de Tel Quel. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner. C'est la fin de ce numéro. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à telquel.ma. Vous pouvez aussi nous suivre sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement où vous trouverez bien évidemment cet épisode en replay. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tel Quel Talk.